Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Esther, Inès, Rodrigue, Marius, Blanche, Yanneli et moi-même, Adrien, nous vous proposons aujourd'hui d'explorer les rapports qu'entretiennent les adolescents avec la lecture en interrogeant Jennifer Tillot. Jennifer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déléguée à la communication et aux événements littéraires au Centre national du livre. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter le Centre national du livre et nous expliquer son rôle ? Alors, le Centre national du livre, c'est le CNC de l'édition. C'est-à-dire que c'est l'établissement qui soutient à travers une vingtaine de commissions les auteurs, les libraires, les éditeurs, les traducteurs. C'est vraiment le cœur de l'activité du CNL. Et depuis 3 ans, on développe beaucoup d'actions pour la lecture. Et ça, c'est un peu la nouveauté au CNL. Et ça a été créé après-guerre, en même temps que le CNC, en 1946. Avant d'avoir votre expertise sur la place qu'occupe la lecture dans la vie des adolescents, certains nous ont fait part de leur habitude de lecteur. Est-ce que vous aimez lire ? Oui, j'aime beaucoup lire. Quand c'est un livre qui me plaît, j'aime beaucoup ça. Non, ça me plaît pas trop. J'aime beaucoup lire, je pense que c'est un moyen très important pour s'émanciper et pour voir autre chose que du cinéma, et je pense que lire est quelque chose de très important, donc oui, j'aime beaucoup lire. Quand c'est un livre qui me plaît, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous lisez ? Principalement des romans et plutôt du 19e siècle. Pas grand chose à part des mangas. J'aime beaucoup les livres policiers. Je suis un adepte de la science-fiction car lire pour moi est un moyen de sortir du réel, et la science-fiction est le premier moyen de le faire. Ok. Et qu'est-ce qui vous donne envie de lire ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous empêche de lire ? Alors quand on m'impose un livre, pour moi c'est un peu plus compliqué de lire. Ce qui me donne envie de lire, c'est plutôt de comprendre, ou plutôt voir quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui relève de la fiction, c'est de voir des choses incroyables, des choses merveilleuses. Mais ce qui m'empêche de lire, j'ai plusieurs choses, comme par exemple le manque de temps, l'addiction aux réseaux sociaux, ou plusieurs choses dans ce genre. Ce qui m'empêche de lire, à mon avis, c'est la charge de travail trop conséquente. La longueur du livre, ça m'empêche clairement de lire. Parce que si j'ai une théorie, c'est que s'il rentre pas dans ta bouche ouverte, c'est que c'est trop long. On vient d'entendre des témoignages assez contrastés dans ce micro-trottoir. Certains adolescents lisant beaucoup, d'autres n'aimant pas tellement ça. Mais alors, que disent les chiffres ? Est-ce que depuis ces 20 dernières années, les jeunes lisent de plus en plus, ou bien la lecture est-elle au contraire en perte de vitesse ? Alors nous, on n'a pas le recul depuis 20 ans, mais depuis 2016, tous les 2 ans, on fait avec Ipsos le baromètre des jeunes et la lecture que vous pouvez consulter en ligne, et on mesure, c'est du déclaratif, mais on mesure les goûts des jeunes lecteurs, ce qu'ils lisent, combien de temps, etc. Et malheureusement, depuis 2016, on voit que la pratique de la lecture, elle baisse très clairement, et encore plus là, dans le dernier baromètre qu'on a sorti en 2024, on voit qu'il y a un vrai décrochage autour de 16 ans, avec quand même 1 jeune sur 3 qui déclare ne pas lire du tout dans le cadre de ses loisirs. Donc on ne sait pas encore s'il y a un effet lié au Covid, qui a été comme une période de rupture très dure, en particulier pour les jeunes, et si ça a créé une génération de personnes qui ont moins pris l'habitude de lire ou qui sont moins à l'aise avec la lecture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décrochage et une tendance de fond qui est vers moins en moins de lecteurs, en tout cas de personnes qui se déclarent comme étant lecteurs. Est-ce que ce phénomène est le même depuis des générations ? Nos grands-parents et nos parents lisent-ils plus que nous ? Alors, on n'a pas d'études qui auraient interrogé les grands-parents, nos grands-parents, quand ils étaient jeunes sur leurs habitudes de lecture. On pense que oui, certainement, ils devaient être de plus grands lecteurs que nous. L'INA, il y a 2 ans, avait ressorti des petites capsules vidéo où ils interrogeaient des personnes dans la rue sur leur goût de lecture, le nombre de livres qu'ils lisaient. C'était incroyable. Les gens lisaient énormément de romans, énormément de livres, au moins 1 ou 2 par semaine. Et aujourd'hui, quand on regarde les habitudes de lecture des adultes, ça baisse aussi, quand même, d'une certaine manière. En revanche, on voit que les personnes âgées ont tendance à être de plus grands lecteurs que les plus jeunes. Donc, est-ce qu'ils ont gardé cette pratique ? Est-ce que c'est des gens qui, jeunes, lisaient beaucoup et ont continué toute leur vie à lire ? Ou est-ce que quand on est à la retraite, on a plus de temps et on lit plus ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais les personnes âgées aujourd'hui, qui ont 60 ans et plus, sont de grands lecteurs par rapport à la population générale.
Vous nous avez parlé du baromètre que vous effectuez tous les 2 ans. Comment est-ce qu'on mesure ce que lisent les jeunes, sachant qu'en plus des livres, il est possible de lire des journaux ou d'autres supports en ligne, par exemple? Alors nous, on a fait le choix dans l'étude que nous menons d'inclure dans le temps de lecture numérique les livres numériques et les livres audio. Donc quand on parle de temps de lecture, on inclut toutes les formes de lecture aujourd'hui disponibles. En revanche, on exclut en effet la lecture de la presse et des journaux. On s'attache vraiment à la lecture d'œuvres, qu'elles soient de fiction ou de non-fiction, mais à la lecture d'œuvres. Après, quand on regarde d'autres études que la nôtre, qui s'attachent à la manière dont les jeunes ont tendance à s'informer aujourd'hui, on remarque que les jeunes générations ont plutôt tendance à s'informer en suivant par exemple des comptes de journalistes influenceurs, par exemple sur YouTube, en regardant beaucoup de vidéos, sans aucune appréciation de ma part sur la qualité, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes aussi sur ces médias. Mais la presse traditionnelle, même en version numérique, même en appli, a tendance à reculer, alors que l'information via la vidéo augmente. Donc on suppose que le temps de lecture de journaux via le numérique n'est pas si élevé dans les pratiques et dans le temps d'écran des jeunes en général. Pourquoi est-ce qu'on lit moins à l'adolescence que quand on est enfant? Alors à l'adolescence, je pense qu'on a envie d'être en rupture et c'est naturel avec un peu toutes les activités qui ont été imposées par les parents, les professeurs dans la jeunesse. Et donc souvent on observe que vers 13-14 ans, quand on a été au conservatoire, on a tendance à arrêter la musique. Quand on a pratiqué un sport depuis l'enfance, on a tendance à l'arrêter. Et donc je pense que la lecture, c'est un peu la même chose. Il y a un moment où on a besoin de se retrouver soi-même, de faire ses propres choix. Aussi d'aller explorer, je pense, des pratiques culturelles qui sont en dehors de celles contrôlées par les adultes et les parents. C'est pour ça aussi que le manga, par exemple, qui a longtemps été un genre complètement méconnu des adultes, a aussi eu, je pense, du succès, parce que c'était un peu le jardin et le terrain gardé de l'adolescence et de la jeunesse. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs. Le facteur connu de la rupture avec les prescriptions de ses parents, de ses profs, la volonté de se créer un univers à soi, et puis certainement d'autres préoccupations qu'on a à l'adolescence. Et là, je pense qu'il y a un rapport, enfin en tout cas on le voit aussi un petit peu nous, c'est-à-dire que le livre n'est pas forcément populaire, n'est pas une activité forcément très populaire quand on est adolescent. C'est une activité qui a une image très individuelle, très personnelle, et quand on grandit, on a plutôt envie d'être dans le collectif, d'être avec ses amis, de montrer qu'on est populaire. Et donc, quelque part, la lecture peut avoir un peu une mauvaise image d'une activité qu'on fait quand on est un intello, qu'on est tout seul dans son coin. Et ça peut jouer aussi, je pense, dans le fait que c'est pas forcément la première activité sur laquelle on va s'appuyer quand on grandit. Mais après, les jeunes qui ont beaucoup lu dans leur enfance, en général, retrouvent les pratiques de lecture quand ils grandissent, au moment des études ou un petit peu plus tard. Les adolescents qui ne lisent pas ont-ils pu être des enfants qui lisaient beaucoup grâce à leurs parents et à l'école et qui ont perdu le goût de la lecture, notamment, comme vous nous l'avez expliqué, avec l'adolescence et le fait qu'on a envie de faire nos propres choix? Alors ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup parce qu'elle est assez déterminante dans les mesures qu'on peut mettre en œuvre justement pour essayer de conserver des pratiques de lecture tout au long de la vie. Ce qu'on remarque, c'est que quand on a été un enfant à qui on a lu beaucoup de livres, surtout très petit, la lecture avant de dormir quand on est un jeune enfant, mais aussi la lecture qui peut se poursuivre, la lecture des parents qui se poursuit même quand on commence à apprendre à lire à 7-8 ans, le fait que les parents aient pu nous amener à la bibliothèque, aient pu lire aussi devant nous, parce qu'il ne suffit pas que le parent dise « il faut lire », il faut aussi qu'il montre l'exemple, que l'enfant voit que ses parents lisent et prennent du plaisir à lire. Donc on voit quand même que quand on a baigné dans un environnement plein de livres, à la maison, à l'école bien sûr, mais aussi auprès de personnes en qui on a confiance et qui peuvent nous recommander des choses, des livres intéressants, on a plus de chances de lire ensuite dans sa vie.
Mais n'en demeure pas moins qu'il reste cette rupture de l'adolescence qui est un peu commune à tous les milieux et à tout le monde en fait. On peut en conclure que les parents qui lisent et qui montrent l'exemple à leurs enfants ont tendance à avoir des enfants qui lisent à leur tour. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on lit plus si on est une fille ou si on est un garçon? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Complètement. On lit beaucoup plus quand on est une fille que lorsqu'on est un garçon. Et les genres lus par les garçons et les filles ne sont pas du tout les mêmes. Alors à l'âge adulte, les hommes préfèrent les essais, l'histoire, la science-fiction. Et les femmes, c'est beaucoup plus la romance et les romans. Ce qui paraît quand même très stéréotypé, mais dans les études, c'est très très clair. Et c'est des proportions de l'ordre de 70-80% dans un cas comme dans l'autre. On vient d'évoquer l'influence du genre, mais le milieu social dans lequel on grandit joue-t-il lui aussi un rôle dans le type de lecteur qu'on devient plus tard? Alors c'est une question qui est assez complexe à analyser, parce que là encore, il y a quand même plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Mais oui, globalement, comme on le disait un petit peu plus tôt, le fait d'avoir une famille de lecteurs permet de garder un contact et un lien avec la lecture plus tard, c'est indéniable. Mais c'est pas le seul facteur qui est en ligne de compte. Par exemple, pendant le Covid, pendant les confinements, eh bien, il y avait 2 types d'enfants qui lisaient pas du tout. C'était les enfants des catégories sociales les plus pauvres, parce que les parents devaient aller travailler, c'est une organisation extrêmement complexe, et donc les enfants, par commodité, étaient plutôt devant les écrans, mais aussi des classes sociales les plus aisées, qui elles aussi bossaient beaucoup en télétravail, étaient excédées d'avoir à gérer à la fois les enfants et leur travail, et les mettaient aussi pas mal devant les écrans. Donc c'est pas évident de dire que le niveau socioculturel de la famille aura forcément un impact immédiat sur la lecture des générations suivantes. Il y a un facteur social que des sociologues comme Bernard Lahire étudient et montrent indéniablement. Mais on peut aussi être une famille un peu défavorisée, mais avoir l'habitude d'aller à la bibliothèque avec son enfant, choisir au McDo dans le Happy Meal le livre plutôt que le jouet, et on peut aussi faire des choix qui font que les enfants vont être des lecteurs. Alors, je parle de McDo, mais en même temps, McDo touche tout le monde, hein, parce que McDonald's est devenu le premier diffuseur de livres jeunesse en France. Je crois qu'ils ont diffusé 100 millions de livres jeunesse depuis qu'ils ont mis en place les livres dans les Happy Meal et les mercredis à lire, donc c'est certainement un peu une grande part de la population qui en bénéficie aussi. Est-ce que les livres imposés au collège et au lycée favorisent le goût pour la lecture, ou est-ce qu'ils dégoûtent au contraire les élèves? Je pense que pour certains élèves, c'est formidable d'avoir l'opportunité de découvrir certains titres qu'ils ne découvriraient jamais chez eux à l'école. Pour d'autres, s'ils n'ont pas le niveau de langue suffisant pour appréhender certains livres, ça peut en effet les dégoûter. J'ai pas moi, au Centre national du livre, on ne juge pas et on n'a pas l'expertise d'aller regarder les programmes. Mais ce qu'on fait en revanche, c'est qu'on a développé tout un plan de masterclass d'auteurs à l'école via le Pass Culture. C'est-à-dire qu'on incite les auteurs à s'inscrire sur le Pass Culture pour que les professeurs puissent faire venir des auteurs en classe. Et le CNL rémunère ensuite les auteurs qui viennent dans les classes. On organise aussi des résidences d'auteurs dans les établissements scolaires et on se rend compte que la rencontre des enfants, adolescents, jeunes adultes avec des auteurs est déterminante et souvent peut amener des gens qui n'aiment pas forcément lire à lire et à découvrir des livres et des genres qu'ils ne connaissaient pas. Donc nous, en tout cas, on croit beaucoup en la nécessité de rencontrer des auteurs et aussi de pratiquer, de faire des ateliers avec eux, de se frotter à la lecture à voix haute, à l'écriture, au podcast comme ce que vous faites aujourd'hui. Et on pense que ça peut décomplexer aussi un petit peu les gens et les jeunes face aux œuvres. Est-ce que, selon des études, le Pass Culture a eu une influence dans la lecture chez les jeunes ? Oui, le Pass Culture a eu une influence déterminante. En fait, c'est l'offre culturelle qui est la plus réservée sur le Pass Culture aujourd'hui. C'est devant le spectacle vivant, devant le cinéma, ce que les jeunes achètent en premier sur le Pass Culture, c'est le livre. Et ce qui est vraiment réjouissant et plutôt source d'optimisme par rapport aux chiffres un peu négatifs que je vous donnais tout à l'heure, c'est que beaucoup de jeunes n'avaient jamais été dans une librairie avant le Pass Culture. Et c'est le fait de devoir aller chercher le livre qu'on a réservé dans la librairie de quartier ensuite, qui a permis à une grande majorité de jeunes de découvrir les librairies de leur quartier,
l'apport que pouvait avoir un libraire par rapport à une commande sur Internet. Et donc, c'est énorme. Ouais, les libraires sont absolument ravis du Pass Culture. Mais c'est concentré sur les mangas ou c'est les autres genres? Au début, ouais. Au début, vraiment, on appelait... Enfin, certains journalistes disaient « Mais le Pass Culture, c'est le Pass Manga, c'est scandaleux. » Voilà. Donc, au début, oui, il y avait une forte appétence pour le manga, mais ça évolue. Et aujourd'hui, on voit que les chiffres montrent une diversification des choix des jeunes en librairie. Donc certainement que le choix des libraires aussi, enfin les conseils plutôt des libraires, ont amené aussi les jeunes à découvrir d'autres genres. Est-ce qu'on peut dire que du coup ça a contrecarré l'effet de la livraison à domicile des livres, par Amazon notamment, qui réduisait les jeunes dans les librairies? Oui, je pense que ça a permis quand même de ramener des jeunes en librairie, oui, c'est certain. D'après votre expérience, qu'est-ce qui détourne les jeunes de la lecture ? Alors dans le micro-trottoir que vous avez fait, je pense qu'il y avait pas mal de réponses qu'on retrouve dans nos études. Il y a le manque de temps, il y a le fait que parfois, il y a d'autres aussi pratiques culturelles qui étaient peut-être moins celles de nos grands-parents aussi, les séries, le cinéma, mais aussi les réseaux sociaux et les écrans. Et ce qui nous a un peu inquiétés quand même dans l'étude, même si je pense qu'on est tous concernés, d'ailleurs pas que les ados mais aussi largement les adultes, c'est que les jeunes passent 10 fois plus de temps aujourd'hui sur les écrans qu'à lire. Et quand je dis les écrans, c'est toujours hors lecture de livres numériques et de livres audio. Et ça, c'est des chiffres qui augmentent énormément. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte d'alerte à avoir, mais un peu collective, sur le temps et la captation de l'attention que les écrans, et en particulier les réseaux sociaux, peuvent avoir sur nos vies. Sachant que les réseaux sociaux, on le sait, ont des stratégies de captation de l'attention qui sont tout à fait claires. Ils ont développé avec des neuropsychiatres des stratégies pour qu'une notification entraîne chez vous l'envie tout de suite de cliquer, de voir ce qui se passe. Enfin, il y a vraiment... C'est très pensé, en fait. Cette stratégie, elle est commerciale et elle est très pensée. Et indéniablement, ce temps-là, il grignote notre temps de lecture, mais aussi notre temps de sport, notre temps de sortie avec les amis. Bon. Et ça, nous, on en a eu vraiment conscience quand des pédiatres sont venus spontanément nous voir au CNL quand on sortait nos études justement sur la lecture, pour nous dire « mais on est démunis, on a des enfants d'1 an qui sont 6 à 7 heures par jour devant des tablettes, qui développent des troubles de l'attention extrêmement graves, qui n'arrivent pas à apprendre à lire, qui n'arrivent pas à regarder les gens dans les yeux. » Donc on a beaucoup de personnes sur le terrain, des pédiatres, des gens qui sont des profs évidemment, mais aussi des animateurs de centres de loisirs qui vraiment sont face à des situations où la santé physique et mentale même des plus jeunes est vraiment compromise. C'est des situations extrêmes, mais eux nous disent que c'est de plus en plus fréquent. Il y a une pédiatre à Marseille qui s'appelle Leila Guinoun, qui intervient en PMI, dans les centres sociaux, et elle fait aujourd'hui des ordonnances culturelles, c'est-à-dire qu'elle profite des visites obligatoires des parents quand les enfants sont tout petits chez le pédiatre pour faire des ordonnances spécifiques en disant « il faut que vous lisiez à votre enfant un livre, ne le mettez pas plus d'1 heure devant un dessin animé ». Évitez de lui mettre un smartphone dans son berceau quand vous avez peur qu'il crie au resto, je ne sais quoi. Et faites-lui écouter de la musique, etc., etc. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un rapport qui a été rendu au gouvernement il y a quelques mois, qui était mené par un professeur qui, lui, a ouvert une unité spécialisée et qui traite aussi de personnes qui se sentent addicts. Enfin, il compare, lui, les écrans à une forme d'addiction et de drogue. Tout ça pour vous dire que, évidemment, que le livre en pâtit. La littérature de jeunesse, la new romance, les mangas et les bandes dessinées sont aujourd'hui considérés par certains adultes comme de la sous-littérature. Pensez-vous qu'il faut les promouvoir ou au contraire, ces genres détournent-ils réellement des classiques? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un classique? Alors, je comprends pas du tout cette attitude de rejet. La littérature jeunesse en France, c'est une des littératures, c'est un des segments de la littérature qui est le plus riche, qui génère une économie, incroyable dans le secteur de l'édition, qui s'exporte énormément à l'étranger,
qui est un des segments qui est le plus adapté en série et au cinéma. Il y a énormément de livres de jeunesse français qui font l'objet d'adaptations. Donc sur tous les plans, la littérature jeunesse française est extraordinaire. Il y a vraiment des grands auteurs, qu'ils soient illustrateurs ou romanciers, qui produisent des livres de très très grande qualité. Nous, l'année dernière, on avait travaillé avec 2 experts de la littérature jeunesse à une bibliographie des 50 livres incontournables de la littérature jeunesse. C'était un peu une boutade parce qu'il n'y en a pas que 50 et c'est très subjectif. Mais c'était une occasion aussi de communiquer auprès des bibliothèques pour leur dire « Faites attention aux livres que vous avez dans vos rayons, ne désherbez pas trop vite vos rayons. Il y a certains livres qui sont des classiques, entre guillemets, et que vous devez garder. » Pour le manga, c'est pareil, il y a une diversité hallucinante dans le manga. Vous connaissez, il y a beaucoup de genres, de sous-genres dans le manga. Il y a des classiques du manga aussi. Et donc, comme tout genre littéraire, il y a des livres extraordinaires, des livres qui sont nuls et qui ne resteront pas dans l'histoire. Mais on ne peut pas réduire le manga à juste un genre pour les jeunes qui serait un sous-genre. C'est absurde. Et la BD, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que toutes les classes d'âge lisent maintenant de la BD. C'est plus du tout comme il y a peut-être 50 ans, où il y avait encore des critiques qui disaient « mais la bande dessinée, c'est pour les petits, c'est une histoire d'enfant ». Aujourd'hui, non seulement il y a quand même beaucoup moins de gens qui osent tenir ce discours, mais en plus, tout le monde en lit. Et puis après, je pense que tant qu'on incite les jeunes à ouvrir un vrai livre, à le feuilleter, à prendre le plaisir de s'immerger dans une histoire, c'est formidable. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on peut attendre de la littérature, quelle que soit sa forme. Et si ça amène à découvrir d'autres formes ensuite, parce qu'on va chez le libraire, à la bibliothèque, on échange, bah, tant mieux. Mais si on a envie de lire de la BD toute sa vie, c'est très bien. En tout cas, je parle de la littérature loisir et de ce qu'on fait en dehors de ses études ou de l'école. Et voilà. Et pour vous répondre sur la question des classiques, il n'y a pas de définition officielle, évidemment. Les prochaines nuits de la lecture qu'on va faire en janvier seront sur le thème des patrimoines. Et notre idée était aussi, à travers ce thème, d'interroger la question du patrimoine littéraire, de ce qu'est un livre considéré comme un livre entrant dans le patrimoine littéraire, de l'humanité peut-être parfois, ou de la France, ou d'un village, ou d'une communauté. Je pense que c'est un débat passionnant, mais on voit très bien qu'il n'y a pas un corpus fixe, que des livres qui ont pu être considérés comme des classiques il y a 100 ans peuvent être tombés dans l'oubli aujourd'hui, d'autres qui étaient totalement dits révolutionnaires, choquants, ne le sont plus du tout aujourd'hui. Voilà, Madame Bovary a beaucoup choqué, aujourd'hui c'est un classique. On ne sait pas quel sera le classique de demain en fait. Pensez-vous que lire des classiques en version abrégée est une clé pour sauter le pas ? Oui, je pense que pour quelqu'un qui justement n'est pas à l'aise avec la lecture, a peur de s'attaquer à un monument patrimonial de la lecture, lire en abrégé peut être déjà une façon de se familiariser avec une histoire et d'entrer dans l'univers d'un auteur. Ceci dit, là je regardais ce qui s'est passé avec le Comte de Monte Cristo cet été, et en fait c'est la version longue qui a été très très largement vendue en librairie. Donc finalement on peut se dire que le film là a permis à des gens qui n'avaient jamais lu le livre de l'acheter et pas en version abrégée. Alors que le film par nature abrège un peu, beaucoup, le livre. On voit la lecture comme une activité individuelle, et pourtant c'est parce qu'on partage ces expériences de lecteur qu'on contribue à donner aux autres l'envie de lire. Comment favoriser les échanges entre jeunes lecteurs, et est-ce que les réseaux sociaux où l'on peut retrouver des critiques d'œuvres peuvent les inciter à lire ? Oui, alors on croit beaucoup à la nécessité de refaire de la lecture aussi une activité collective. On organise chaque année en juillet un festival qui s'appelle Partir en livre, qui a lieu partout en France. Et c'est un moment où des auteurs organisent des clubs de lecture, des ateliers d'illustration, d'écriture, de slam, d'enregistrement de podcasts, etc., etc. Donc il y a cette dimension festive, festivalière autour du livre qui existe vraiment, qui est un très très bon moyen, je pense, d'aimer la lecture, surtout quand on est jeune. Et puis il y a, oui, ce que je disais, le club de lecture. Alors il peut être numérique ou physique, mais ça peut être un moyen de
de partager ses goûts, de se sentir un peu moins seul avec son livre. Et puis, au-delà de l'avertissement que je me permettais de formuler sur la surconsommation d'écran, je pense que tout est dans la mesure. Et en effet, il y a des influenceurs aujourd'hui qui ont un vrai talent pour partager leur goût de la lecture. Il y a des journalistes qui se lancent sur toutes les plateformes pour parler du livre, et ça, c'est très bien. Et ça permet, je pense, comme vous le dites, d'être moins seul et de retrouver cet esprit collectif. Alors après, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le monde anglo-saxon, il y a pas mal de comédiens, de personnes plutôt à la mode, en fait, qui proposent sur leur compte Insta des clubs de lecture. Il n'y a pas trop ça en France. Et c'est dommage, parce que je pense que si on avait quelques comédiens assez populaires qui se lançaient, ça pourrait peut-être donner envie à plus de monde de lire. Et ça, c'est génial pour le livre. Est-ce qu'il existe des campagnes de communication visant à rendre la lecture plus attractive et à sortir du stéréotype qu'un adolescent qui lit est un adolescent qui n'a pas de vie? Il y a 3 ans, quand je suis arrivée au CNL, le président de la République avait déclaré la lecture grande cause nationale. Et donc on avait eu la possibilité de faire une campagne qui s'appelait à l'époque « Je lis comme je veux ». Et c'était une campagne qui montrait qu'on pouvait lire partout. Donc on montrait une image d'une jeune fille dans la laverie qui attend que son linge est tourné, qui lisait un bouquin. Il y avait une image chez le coiffeur. Pareil, on montrait des gens avec des livres audio, des tablettes, des livres papier, tous les genres aussi de littérature. Donc c'était déjà l'idée qu'on décomplexait un petit peu vis-à-vis du livre. Et aujourd'hui, effectivement, on aimerait beaucoup lancer une campagne plutôt sur ce mode-là, sur ce mode du lire c'est cool en gros. Et lire, ça peut être une activité extraordinaire, contemporaine, active, qui nous lie aux autres. Mais là, se pose la question du budget et des fonds qu'on réussira à avoir pour monter une telle campagne. Mais on aimerait beaucoup le faire. Il y en a beaucoup d'idées. Voilà, à bon entendeur. Finalement, pourquoi est-ce que c'est bien de lire ? Quels en sont les bénéfices sur le plan de la santé mentale, de l'ouverture d'esprit, de la culture, du plaisir, etc. Alors c'est une vaste question. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir vous voir et j'ai pensé à un discours qui est magnifique que je vous invite à lire de Mario Vargas Llosa, son discours d'intronisation à l'Académie française l'année dernière en 2023 quand il a pris le fauteuil de Michel Serres. Et en fait dans son discours, il parle à la fois de ce que lui a apporté la littérature à titre personnel, et en particulier la littérature française, et ce que peut la littérature en général. Et c'est magnifique, vous verrez, parce que lui, il insiste sur le fait qu'un bon roman, c'est avant tout la liberté. C'est une expression de la liberté absolue d'un auteur qu'on, nous-mêmes lecteurs, actifs, on réceptionne et on réinvente au quotidien, et que de cette liberté naît toutes les libertés, celle d'être capable de discuter, d'échanger, de débattre, et donc de faire démocratie. Donc lui, il a vraiment une vision très politique du livre, qui dit que c'est notre premier instrument de liberté individuelle et collective. Alors au-delà de cette dimension-là, maintenant on a des études qui montrent que vraiment physiquement, la lecture apaise, calme, diminue l'anxiété, améliore l'attention, et que c'est une activité qui, en matière de santé mentale, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année pour la santé mentale, qui a été aussi déclarée comme une grande cause en 2025, c'est une pratique qui est très intéressante. Mais bon, moi je trouve que c'est aussi important de se rappeler la valeur un peu symbolique aussi du livre. Et c'était assez incroyable, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais le pape François a écrit une lettre pour la formation des futurs prêtres, que je vous invite aussi à regarder, parce qu'elle est assez incroyable, où il explique point par point ce que individuellement la lecture fait, collectivement, ce qu'elle apporte, et il cite Cocteau, il cite Borges, il cite Proust. Il dit qu'il faut se frotter à toutes les littératures, même celles qui peuvent choquer, que c'est justement en écoutant la voix des autres, ça c'est Borges qui dit ça, mais grâce au livre on entend la voix des autres, on se décentre, on peut faire preuve d'une compréhension de l'autre immédiate qu'on ne pourrait jamais avoir via les expériences de la vie. Et que cette expérience-là du décentrement, de l'empathie, elle est absolument fondamentale. Et elle nous permet de vivre de manière beaucoup plus civilisée. Et il y a un autre aspect qui m'a frappée dans sa lettre, c'est qu'il disait « Le livre nous sort des objectifs opérationnels et bassement rationnels de notre vie quotidienne ».
Elle nous sort de la routine, du fait que tous les jours on a tous des choses à faire, des missions à remplir, des tâches très précises, on a des contraintes. Et en fait le temps de lecture, c'est un temps volé à cet ensemble de tâches, de missions qui nous obsèdent parfois, qui nous aliènent parfois, qui font que on peut se sentir un peu dépossédé de sa propre vie. Et là, par le livre, par ce temps gratuit, sans objectif direct, on peut se réapproprier un peu de temps à soi. Et ça, je trouvais que c'était vraiment le seul, peut-être, message que moi, je trouve intéressant à faire passer, au-delà de tout ce dont on a parlé. C'est qu'il faut garder dans nos vies accélérées des temps personnels à soi et liés à la rêverie, à l'imaginaire et à la création. Eh bien, merci beaucoup Jennifer Thillot d'avoir répondu à nos questions et d'avoir peut-être donné aux auditeurs l'envie de lire davantage. Nous attendons vos commentaires sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt.